Je me suis réveillé avant même que le jour ne soit vraiment là, comme souvent depuis que je vis seul. Pas de réveil, pas de radio, juste ce vieux réflexe du corps qui décide pour moi. On aurait dit qu'on m'avait tiré doucement hors du sommeil par le col, sans me demander mon avis. La maison était froide. Mon pavillon au bout de la rue, dans ce lotissement tranquille de province, a toujours été un peu trop silencieux depuis la mort de Claire. Mais ce matin-là, le silence avait quelque chose de plus coupant. L'air sentait le café d'hier et la poussière des meubles qu'on n'a pas déplacés depuis trop longtemps. J'ai enfilé mon peignoir, celui qui garde encore vaguement l'odeur de sa lessive, et je suis allé dans la cuisine. Je me suis mis à préparer du café sans même y penser, le geste aussi automatique que respirer. La bouilloire a sifflé, la cafetière italienne a commencé à gargouiller, et je me suis posté devant la petite fenêtre, celle qui donne sur la rue. Le ciel au-dessus des toits était encore violet, à peine rayé par une ligne pâle à l'horizon. Une France encore endormie. On entendait juste, au loin, le premier bus qui passait vers la gare. Je tenais la tasse chaude entre mes mains quand mon téléphone a vibré sur la table. Ça m'a surpris plus que ça n'aurait dû. À cette heure-là, personne ne m'appelle, à part la banque pour m'annoncer des mauvaises nouvelles ou un numéro qui se trompe. J'ai posé la tasse, pris le téléphone. Numéro enregistré. Linda, maman Camille, la mère de ma belle-fille. Pas quelqu'un qui m'appelle souvent. J'ai décroché tout de suite. Allô ? Sa voix était essoufflée, un peu tremblante, avec ce mélange de panique et d'excitation qu'on reconnaît immédiatement. « Georges, c'est Linda. Excuse-moi de t'appeler si tôt, mais on part à l'hôpital, là. Camille a des contractions toutes les 3 minutes. C'est pour aujourd'hui. » Pour un instant, mon cœur a raté un battement. Aujourd'hui, le jour où mon fils devenait père, le jour où, par ricochet, je devenais officiellement grand-père. Je le suis déjà dans ma tête depuis qu'on m'a annoncé la grossesse, mais l'idée de ce petit être-là, en route, en chair et en os, ça m'a débloqué quelque chose dans la poitrine. « Ils vont où ?» ai-je demandé. « À la Croix-Blanche ?» C'était l'hôpital de la ville, celui où Claire avait eu son cancer, où nous avions passé des nuits entières à regarder les néons du plafond. Oui, aux urgences maternité, on monte là-bas. Thomas n'a pas encore répondu, je pense qu'il est en train de la mettre dans la voiture. Je me suis dit, enfin, que tu devais être au courant. Je me suis surpris à sourire. Tu as bien fait, Linda, merci, je vais me préparer. Viens si tu veux, dit-elle. Je sais pas où on en sera en arrivant, mais voilà. On a raccroché. Je suis resté un instant planté au milieu de la cuisine, le téléphone encore à la main. Mon reflet dans la vitre avait l'air un peu plus vivant que d'habitude. Je me suis imaginé, dans 1 heure, dans la salle d'attente de la maternité, un gobelet de mauvais café à la main, à attendre qu'on vienne me dire que tout s'était bien passé. Je me suis vu envoyer un SMS à ma voisine, à mon frère, à qui veut bien encore répondre, pour annoncer la nouvelle. Je me suis dirigé vers la chaise où j'avais posé ma veste la veille, décidé à me changer vite fait. Et là, le téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était un message, de Thomas. Enfin, ai-je pensé. Il a dû voir l'appel de Linda, il me donne des nouvelles. J'ai ouvert la conversation, le cœur un peu trop haut dans la poitrine. 4 mots. Ne viens pas à l'hôpital. C'est tout. Pas de bonjour, pas de papa, pas d'explication. Juste cette phrase sèche, nue, comme un coup de claquement de porte. Je suis resté figé, les yeux plantés dans l'écran. Mes doigts ont commencé à trembler sans que je comprenne tout de suite pourquoi. J'attendais. Je surveillais les 3 petits points qui s'affichent quand quelqu'un est en train d'écrire. Ils étaient apparus, disparus, réapparus. Puis plus rien. Rien que ces 4 mots, comme une condamnation. Ne viens pas à l'hôpital. Je me suis entendu les murmurer, à voix basse, comme pour vérifier qu'ils existaient vraiment. En français, ça sonnait encore plus dur que dans ma tête. Il aurait presque été plus simple qu'il m'insulte, qu'il m'écrive qu'il ne voulait plus me voir, qu'il me balance tout ce qu'il a sur le cœur depuis des années. Au moins, ça serait sorti. Mais cette froideur-là, cette mise à distance clinique, c'était autre chose. Une mise à l'écart polie, presque administrative. J'ai remis ma veste sur le dossier de la chaise. La bouilloire avait cessé de faire du bruit. Le café refroidissait déjà dans la tasse. Le frigo ronronnait. Le petit bruit du vieux radiateur dans le couloir me paraissait soudain disproportionné, comme si tout le décor de ma vie avait monté le volume pour combler le trou laissé par ce message. Je me suis assis, lourdement. Mes genoux ont protesté comme toujours, mais cette fois je les ai à peine entendus.
Je me suis mis à repenser à tout ce qui nous avait amenés là, à ce simple « ne viens pas ». Quand Claire est morte, il y a presque 10 ans, Thomas m'en a voulu d'une manière que je ne savais pas gérer. Je n'avais pas les mots, pas les gestes, lui non plus, mais lui, il avait le droit de se perdre. Moi, j'étais censé être le pilier. J'ai été tout sauf ça. Je me suis enfermé dans mon travail, dans mon deuil, dans ma solitude. Je rentrais tard, je repartais tôt, je parlais peu, lui aussi. Une fois, il m'a lancé à table. « T'es là physiquement, mais c'est tout. » Je n'ai rien répondu. Il avait raison. Les années ont passé. Il a fait ses études, il est parti habiter à Lyon, puis revenu dans la région avec Camille. On s'est revus pour les fêtes, pour des repas de famille, où chacun faisait semblant que tout allait bien, comme dans ces anciens films français où on met un joli nappage sur une table bancale. On s'envoyait des messages, quelques coups de fil, mais toujours avec cette distance polie. On se vouvoie ou on se tutoie sans jamais vraiment se rejoindre. Et maintenant, mon fils allait devenir père. Sans moi. Je ne voulais pas être celui qui débarque à l'hôpital en mode carte postale dramatique, qui fait une scène dans le couloir de la maternité. Je voyais déjà le personnel secouer de la tête, les gens dans la salle d'attente qui chuchotent, encore un vieux qui ne sait pas rester à sa place. Je me suis répété que c'était leur moment, leur couple, leur nouveau rôle, qu'ils avaient le droit de vivre ça à deux, sans un père défaillant spectateur. Alors j'ai tourné le téléphone face contre table, comme pour lui faire comprendre qu'il avait gagné, lui et son silence de 4 mots. Je n'irai pas. Je suis allé jusqu'au couloir et je me suis arrêté devant la porte de l'ancienne chambre de Thomas. Elle grince toujours de la même manière, en plus grave, comme si elle aussi avait vieilli. À l'intérieur, rien n'a vraiment bougé. Les posters défraîchis d'un groupe de rock qu'il adorait, l'odeur de vieux papier, la maquette d'un avion qu'il n'a jamais fini, sa batte de baseball offerte un Noël où il avait décidé qu'il serait joueur professionnel avant de changer d'avis l'été suivant. Une adolescence figée. J'ai effleuré la batte du bout des doigts. Je me suis revu dans le jardin, un soir d'été, assis sur une chaise pliante, en train de le regarder s'entraîner. Il ratait une fois sur deux, il pestait, mais à chaque fois que la balle claquait correctement, il se retournait vers moi pour voir si j'avais vu. J'ai raté tellement de ces « tu as vu » quand sa mère est tombée malade. Je suis désolé, gamin, ai-je murmuré dans le vide, sans savoir s'il s'adressait à l'enfant qu'il était ou à l'homme qu'il est devenu. La sonnette a retenti. 3 petits coups, secs. Je savais déjà qui c'était. Quand on vit dans un lotissement, on finit par apprendre les horaires, les habitudes, même le son des pas de ceux qui vous entourent. J'ai ouvert. Madame Bernard, ma voisine d'en face, était là sur le perron, un plat en terre cuite dans les bras et l'air de quelqu'un qui a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. « Vous avez une sale tête, Georges », a-t-elle lâché sans même dire bonjour. « Ça y est, le bébé ?» J'ai hoché la tête. Linda m'a appelé tout à l'heure, ils sont partis à la Croix-Blanche. Ses yeux se sont illuminés une seconde. « Et vous ne vous êtes pas encore préparé? Vous attendez quoi? Que l'enfant rentre du collège ?» Je me suis contenté de hausser vaguement les épaules. Thomas m'a envoyé un message. « Il veut pas que je vienne. » Elle m'a dévisagé, sidéré. « Pardon ?» Je lui ai tendu le téléphone, écran allumé, sans un mot. Elle a lu, ses lèvres remuant à peine. « Ne viens pas à l'hôpital. »« Quel con !» a-t-elle lâché sans prendre de gants. « Excusez-moi, mais quel con !» Je n'ai même pas souri. « Vous allez y aller quand même, hein ?» a-t-elle enchaîné, comme si c'était la suite logique. « Non. » Elle a cligné des yeux, comme si elle n'avait pas entendu. « Comment ça, non ?»« C'est leur moment, j'ai dit. Je vais pas m'imposer. » Il a été clair. Elle a posé le plat sur la petite table de jardin près de la porte et a planté ses mains sur ses hanches. « Georges, je vous connais depuis 20 ans. Je vous ai vu descendre les poubelles en pleurant le soir où votre femme est morte. Je vous ai vu rentrer seul les nuits de Noël quand votre fils n'était pas là. Et là, vous allez me faire croire que vous allez rester assis ici pendant que votre petit enfant naît à 3 kilomètres de vous ?» J'ai serré les dents. Je ne veux pas que Camille commence sa maternité avec une engueulade familiale dans les couloirs. Vous voyez la scène d'ici. Elle a soupiré, agacée, mais son regard s'étendrit. Peut-être, mais votre place est là-bas, même si c'est pour rester dans le hall et tenir un gobelet de café. C'est ça, être père, c'est se pointer quand même. Je n'ai rien répondu. Elle a pris le plat, l'a poussé dans mes mains.
J'ai fait un gratin, ça se réchauffe au four. Mangez un morceau, sinon vous allez faire un malaise rien qu'en lisant vos messages. Et honnêtement, vous êtes déjà assez compliqué à relever quand vous tombez. » Elle a essayé de plaisanter, comme souvent quand elle sent que je glisse. Je l'ai remerciée. Elle est repartie en me jetant un dernier regard plein d'inquiétude. Une fois la porte refermée, la maison m'a semblé plus vide encore qu'avant. J'ai posé le plat sur le plan de travail. Je n'avais absolument pas faim. J'ai déambulé dans les pièces, tournant en rond comme un vieux lion dans une cage un peu trop petite. Je regardais mon téléphone toutes les 3 minutes. Rien. Aucun appel, aucun SMS, ni de Thomas, ni de Linda. Le temps passait, lent, visqueux. Midi a approché. Dehors, on entendait les enfants du quartier rire sur le chemin de l'école, des scooters passaient à toute allure, le camion du boulanger klaxonnait en bas de la rue. Un jour presque normal pour tout le monde, sauf pour ceux qui étaient en train de naître, sauf pour ceux qui attendaient. Je me suis assis au salon, face à la télévision éteinte. J'ai pris la télécommande, l'ai reposée. Les images qui s'agitaient dans ma tête étaient déjà assez fortes pour ne pas en rajouter. Je me suis rappelé la première fois que j'avais mis les pieds à la Croix-Blanche avec Thomas, quand Claire avait fait sa fausse couche. Il avait 7 ans. Il serrait ma main si fort que ses ongles m'avaient laissé des marques. Il m'avait demandé « Elle va revenir, le bébé ?» J'avais répondu oui, pas parce que j'en savais quelque chose, mais parce que j'avais besoin d'y croire autant que lui. On avait passé des heures sur ces foutus sièges en plastique bleu, à regarder les infirmières passer. Et je me souvenais très bien du goût de ce café brûlant dans un gobelet trop fin qu'on boit sans avoir envie, juste pour se donner une contenance. Ce matin, j'aurais donné cher pour être assis là-bas, avec un café dégueulasse à la main. À la place, j'étais planté dans mon propre salon, à compter les secondes entre 2 vibrations imaginaires du téléphone. Je commençais à me faire des films. Et si quelque chose se passait mal? Et si on avait besoin d'une signature, d'une décision? Et si Thomas, dans sa fierté d'adulte, n'arrivait plus à gérer? Je connaissais trop bien cette façon qu'il avait, comme son père, de faire semblant que tout va bien jusqu'au moment où tout s'effondre. J'ai regardé l'heure, 13h12. Et comme si le temps avait attendu précisément ce moment-là, le téléphone s'est mis à sonner. Un numéro que je ne connaissais pas, un fixe, dézoué, avec un indicatif de la ville. Mon cœur a fait un bond, j'ai décroché. « Allô ? Monsieur Martin ?» La voix était calme, professionnelle, avec ce ton poli qu'ont les gens qui travaillent dans les lieux où les bonnes et les mauvaises nouvelles se côtoient tous les jours. « Oui, c'est lui. Bonjour, je suis infirmière à la maternité de l'hôpital de la Croix-Blanche. Je m'appelle Élodie. Nous avons essayé de vous joindre plusieurs fois ce matin. » J'ai jeté un coup d'œil à mon écran. Aucun appel manqué. J'ai senti ma gorge se serrer. « Il doit y avoir un problème », ai-je balbutié. « Je n'ai rien reçu. » « Peut-être un souci réseau ?» a-t-elle éludé. « L'important, c'est que je vous ai au téléphone maintenant. Vous êtes bien le père de Thomas Martin ?»« Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Camille va bien? Le bébé ?» J'ai entendu un micro-silence, ce genre de pause qu'on n'aime pas, qui précède les phrases importantes. « Elles sont stables », a-t-elle répondu. « Elles sont entre 2 bonnes mains. Mais nous avons besoin de vous sur place, monsieur. C'est important. Important. Pas urgent, pas dramatique. Important. » Ce mot-là, dans la bouche d'une infirmière, pèse lourd. Thomas m'a dit de ne pas venir, ai-je lâché, idiotement, comme un gamin qui répète les consignes. Sa voix s'est adoucie. « Je ne peux pas parler des tensions familiales, monsieur, mais administrativement, votre présence est nécessaire, légalement même. » Je me suis appuyé au dossier de la chaise. « Légalement ? Oui, votre fils vous a désigné comme personne de confiance et comme second responsable légal dans plusieurs formulaires. Nous avons besoin de votre signature et, potentiellement, de votre avis en cas de complications ou d'imprévu. » J'ai cru mal entendre. Tova, le même qui m'écrivait « Ne viens pas », qui me tenait à distance depuis des années, avait inscrit mon nom sur des papiers officiels. Lui, celui qui s'était toujours targué de « gérer tout seul », c'était lui qui avait demandé, noir sur blanc, qu'on m'appelle moi en cas de problème. Un mélange d'incompréhension et de quelque chose comme la tendresse m'a traversé, si fort que j'ai dû m'asseoir. « Vous êtes sûr que ce n'est pas une erreur ?» ai-je murmuré. « Je les ai sous les yeux, monsieur. C'est votre nom, votre numéro, votre lien de parenté.
et la signature de votre fils sous la mention « Je souhaite que mon père soit contacté en cas de problème et qu'il puisse prendre les décisions nécessaires si je ne suis pas en état de le faire ». Mes yeux ont commencé à piquer. Il n'a rien dit? Parfois, les gens n'arrivent pas à dire à leurs proches ce qu'ils signent sur le papier, a simplement répondu l'infirmière. Ce n'est pas à moi de juger. Je peux juste vous dire que votre place est ici. Elle a marqué une pause. Monsieur Martin, je ne veux pas vous affoler, mais venez. Prenez le temps qu'il faut, roulez prudemment. Je préviendrai l'équipe que vous arrivez. J'ai raccroché en tremblant. Je n'ai pas hésité cette fois. J'ai pris mes clés, ma veste, mon portefeuille. Je ne me souviens même plus si j'ai éteint la cafetière ou si j'ai fermé le robinet. J'ai juste claqué la porte derrière moi. Madame Bernard arrosait ses rosiers. Elle a levé la tête en m'entendant sortir à cette allure. « Georges !»« L'hôpital, ai-je dit. Ils m'ont appelé. Faut que j'y aille. » Elle a posé son arrosoir, l'eau continuant de couler sur le gravier. « Vous voulez que je vous conduise ?»« Non, merci, ça ira. » Elle m'a regardé descendre l'allée, l'air partagé entre la peur et le soulagement. « Revenez avec des bonnes nouvelles » a-t-elle lancé. J'ai levé la main sans me retourner. Sur la route, les ronds-points, les feux tricolores, les panneaux, tout défilait devant moi comme dans un film où on aurait accéléré la projection. Et en même temps, j'avais l'impression d'être englué dans quelque chose de visqueux. Le contraste entre l'extérieur et l'intérieur était presque absurde. Je pensais à ces papiers, à la mention « personne de confiance » qu'on remplit dans les hôpitaux français sans toujours se rendre compte de ce que ça implique, à ce second responsable légal que l'infirmière avait prononcé. Thomas n'avait pas écrit ça à la légère, personne ne le fait. Il avait donc pensé à moi. Il m'avait fait une place que lui-même ne m'avait pas annoncée. Il avait prévu ma présence tout en me la refusant. Je n'arrivais pas à savoir ce qui me bouleversait le plus, le fait qu'il m'ait tenu à distance ou celui qu'il me fasse confiance en secret. J'ai garé ma Clio sur le parking de la Croix-Blanche entre une camionnette de livraison et une Peugeot cabossée. Le bâtiment gris, avec ses fenêtres étroites, avait l'air un peu triste comme tous les hôpitaux de province. Mais j'ai toujours pensé que ce n'est pas la façade qui compte, ce sont les gens qui s'y agitent à l'intérieur. J'ai reconnu la voiture de Thomas, mal garée, de travers, on sentait la précipitation jusque dans le stationnement. Je me suis senti vieux en traversant le parking tout à coup. Pas vieux dans le sens des articulations qui tirent, vieux dans le sens de la vie qu'on a derrière soi, des erreurs qu'on traîne, des « j'aurais dû » qui montent à la gorge. Les portes automatiques se sont ouvertes, me soufflant cette odeur particulière de désinfectant et de café de machine, le combo typiquement hospitalier. En entrant dans le hall, j'ai vu la pancarte « Maternité, 2e étage ». J'ai pris l'ascenseur, le cœur un peu trop rapide pour quelqu'un qui faisait juste monter 2 étages. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai aperçu au fond du couloir une silhouette que je pourrais reconnaître même de dos, même de loin. Thomas. Debout, raide comme un piquet, les mains croisées sur la poitrine, appuyé contre le mur. Sa barbe était plus fournie que d'habitude, ses cernes plus creusées. Il portait un vieux sweat à capuche, un jean qui semblait avoir déjà plusieurs jours de vie derrière lui. Il m'a vu. Son visage s'est immédiatement fermé. Il s'est redressé d'un coup, a marché vers moi à grands pas, presque trop vite pour ce couloir trop étroit. « Qu'est-ce que tu fais là » a-t-il soufflé entre ses dents. « Je t'ai dit de ne pas venir !» La phrase m'a transpercé droit au plexus. Pas parce qu'elle était violente, parce qu'elle était prononcée à voix basse, comme si j'étais une honte à cacher. Je n'ai pas eu le temps de répondre. L'infirmière du téléphone, Élodie, nous a rejoints, un dossier épais dans les mains. « Monsieur Martin » a-t-elle dit en me regardant. « Le père » J'ai hoché la tête. « Oui, c'est moi. » Elle s'est tournée vers Thomas, son regard se durcissant légèrement. « Votre père devait être prévenu. Vous avez signé. » Il a blêmi, ses yeux allant du dossier à mon visage, puis au sol. « Oui, mais je ne pensais pas qu'il aurait besoin de... » « On a besoin de sa signature, » l'a coupé calmement l'infirmière, « et de sa présence. Vous saviez que ça pouvait arriver en cochant ces cases. » Elle m'a tendu le dossier. « Ce sont les formulaires que votre fils a remplis. Vous êtes désigné comme personne de confiance et comme responsable secondaire pour les décisions médicales concernant Camille et le bébé si jamais il n'est pas en état de répondre. » Je sentais le regard de Thomas me transpercer pendant que je prenais le dossier. Sa main s'est posée sur mon poignet. « Papa, ne l'ouvre pas. » Son ton n'était plus agressif, c'était une supplication. J'ai levé les yeux vers lui. « Pourquoi »
Il a avalé sa salive, ses lèvres tremblant légèrement. Parce que tu vas voir des choses que je ne voulais pas que tu saches, pas comme ça. Ses yeux étaient humides. Il ne pleurait pas encore, mais on sentait la digue. L'infirmière nous observait, silencieuse. Dans le fond du couloir, une femme passait avec un berceau roulant, un nouveau-né emmitouflé jusqu'aux oreilles. Un père filmait avec son téléphone, un sourire idiot jusqu'aux oreilles. La vie continue, même quand la vôtre est en pleine suspension. Thomas, ai-je dit doucement, si j'ai bien compris, j'ai des papiers à signer qui me concernent directement. Je préfère savoir ce que je signe. Il a fermé les yeux une seconde, comme si je lui demandais de marcher sur des braises. C'est moi qui ai demandé à ce qu'on te désigne, a-t-il murmuré. Mais c'était avant de me dire que je le gérerais, que j'avais pas besoin de toi. Je sentais la colère pointer, quelque part, mais elle s'est heurtée à autre chose, sa voix, ce mélange de fierté et de panique. « Monsieur Martin », a soufflé l'infirmière, « Camille est en salle de réveil, le bébé en néonatologie légère par précaution. Tout le monde va bien maintenant, mais nous avons besoin de régulariser la situation. Prenez le temps de lire, bien sûr, mais il faudra signer. » Elle a jeté un coup d'œil à Thomas. « Et elle demande après vous », a-t-elle ajouté en me regardant. J'ai cru mal entendre. « Après moi ?» Oui, elle s'est réveillée plusieurs fois et elle a demandé « Georges ». Pas mon beau-père, pas son père, votre prénom. Ma belle-fille, qui n'avait jamais su trop quoi faire de moi à table, dans ma maison, dans nos échanges, demandait après moi dans une salle de réveil. J'ai regardé Thomas. Son visage s'est décomposé un peu plus. « Papa, s'il te plaît. » Mais c'était trop tard. Le dossier était entre mes mains. Les signatures étaient là, la réalité aussi. Je l'ai ouvert, le cœur battant à mes tempes. En haut de la première page, juste sous les mentions habituelles, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, contact principal, il y avait cette phrase. « Personne de confiance désignée, Georges Martin, père du patient. » Et, un peu plus bas, dans une zone laissée libre pour un commentaire manuscrit, j'ai reconnu l'écriture de mon fils, un peu plus tremblante que celle de ses copies d'examen autrefois, mais indubitable. Si je ne suis pas en état de décider, je veux que ce soit mon père, même si je n'ai pas toujours su le dire. Je lui fais confiance. Ma gorge s'est serrée à en faire mal. Je sentais mes yeux se remplir, mais je refusais de laisser les larmes tomber. Pas encore, pas dans ce couloir glacé où tout résonne. Je me suis tourné vers Thomas. « Tu ne m'as jamais parlé de ça. » Il a haussé les épaules, comme si le geste pouvait masquer la tempête en lui. C'était plus facile de signer que de t'appeler. L'infirmière a toussé doucement. « Vous pouvez aller voir Camille maintenant. Elle est un peu groggy, mais consciente. Elle a vraiment insisté pour vous voir, monsieur. » Je l'ai suivi, un peu comme on suit un cortège, sans trop savoir ce qui nous attend à l'arrivée. Thomas venait derrière, à quelques pas de distance, comme un gamin qu'on amène chez le proviseur. Devant la porte de la chambre, Linda, la mère de Camille, était assise sur une chaise en plastique, les mains jointes sur un sac à main qu'elle serrait comme une bouée. Elle s'est levée en me voyant. « Georges, tu viens d'arriver? Qui t'a prévenu? » « L'hôpital, ai-je répondu. Élodie m'a appelé. Apparemment, c'était prévu, sur le papier. » Linda a regardé son futur petit-fils, puis son gendre, puis moi, comme si on venait de lui parler chinois. « Sur quel papier? » Thomas a détourné le regard. « J'en parlerai après, a-t-il murmuré. L'infirmière a ouvert la porte. « Entrez seul d'abord, monsieur, si vous voulez bien. Elle a demandé un moment avec vous. » Linda a ouvert la bouche pour protester, puis s'est ravisée. Elle m'a fait un signe de tête un peu raide. Je suis entré. La chambre était à moitié plongée dans la pénombre, les volets mi-clos. Seule la lumière des machines et une petite lampe au-dessus du lit apportaient un halo jaune. L'odeur de désinfectant était moins forte ici, remplacée par une chaleur humaine, par quelque chose de plus organique, de vivant. Camille était là, allongée, un peu pâle, les cheveux collés aux tempes, un masque d'oxygène posé à côté d'elle, comme un rappel discret de ce qu'elle venait de traverser. Ses yeux se sont ouverts lentement en entendant la porte. Quand ils m'ont reconnu, ils se sont adoucis. « Bonjour, Georges. » Sa voix était cassée, mais claire. Je me suis approché, aussi doucement que si je marchais sur du verre. « Ça va ?» ai-je demandé stupidement.
Question idiote, question réflexe. Elle a souri faiblement. On va dire que ça va mieux qu'il y a 3 heures. J'ai tiré la chaise à côté du lit et je me suis assis. On m'a dit que... J'ai hésité. Je ne savais pas si tu voulais vraiment me voir. Elle a serré un peu les lèvres, comme si elle retenait quelque chose. J'ai demandé après toi. C'est pour ça qu'ils t'ont appelé, non ? Il paraît que ton mari avait déjà rempli des papiers en ce sens. Quelque chose est passé dans ses yeux. Une lueur de tristesse, de tendresse, de colère mêlée. Les émotions complexes de ceux qui aiment quelqu'un qui ne se laisse pas aider. Thomas ne t'a pas tout dit, a-t-elle murmuré. Il n'a pas voulu t'inquiéter. Il n'a voulu inquiéter personne, à vrai dire. C'est tout son problème. Je l'ai regardé. On m'a parlé de formes à signer, de personnes de confiance, de décisions médicales. Et maintenant, on me dit que toi, tu as demandé à me voir. Vous ne faites jamais rien à moitié dans cette famille, hein ? Elle a ri, ce petit rire fatigué qui sonne presque comme un sanglot. Tu sais, Georges, je t'ai observé ces dernières années. Au repas, aux anniversaires, à Noël. Toujours un peu en retrait, toujours avec des cadeaux faits maison, toujours avec des histoires à raconter quand on te les arrache. Et toujours avec ce regard-là, comme si tu avais peur de trop prendre de place. Je n'avais pas l'habitude qu'on me décrive avec autant de précision, ça m'a mis mal à l'aise. Je n'ai jamais voulu vous envahir, ai-je soufflé, ni toi ni Thomas. Il a sa vie, vous avez votre couple, votre appartement, vos amis. Moi, je suis le père de service, celui qu'on invite par politesse. C'est ce que tu crois, a-t-elle répondu. Ce n'est pas ce qu'il ressent, lui, même s'il ne sait pas te le dire autrement que par des papiers à l'hôpital. Je n'ai pas su quoi répondre. Elle a inspiré profondément, comme pour se donner du courage. Georges, il y a des choses que Thomas ne t'a pas dites. Et moi, j'ai failli mourir aujourd'hui avec tout ça sur le cœur. Alors je ne peux plus faire semblant que tout va bien. Je suis resté silencieux. Les mots « failli mourir » flottaient dans l'air, lourds. La grossesse a été compliquée, a-t-elle poursuivi. Pas physiquement, pas vraiment. Juste la fatigue, les nausées, les rendez-vous. Mais psychologiquement, Thomas a plongé. Tu sais qu'il a perdu son job ? Je l'ai regardé abasourdi. Non. Ça fait 3 mois. Il ne te l'a pas dit. Il a tout gardé pour lui. Il a fait semblant de télétravailler pendant des semaines. Il se levait, se mettait devant l'ordinateur, mais il n'y avait plus de travail, plus de mails, plus de réunions, juste le vide. Je sentais un poids se former dans mon estomac. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour elle. Parce que pour lui, appeler son père, c'était admettre qu'il n'était pas le bonhomme qu'il croit devoir être. Tu sais ce que c'est, tu l'as élevé comme ça aussi. Pas par méchanceté, mais par habitude. On serre les dents, on se débrouille, on ne dérange personne. Je n'ai pas pu nier, c'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est ce que j'ai transmis, sans même m'en rendre compte. Et puis, a-t-elle continué, il y a l'argent. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Quel argent! Elle a tourné la tête vers la fenêtre où passait une silhouette en blouse blanche. L'argent que tu lui as donné pour se mettre bien, comme il disait, pour le bébé, pour les petits travaux dans l'appart, pour qu'ils ne commencent pas leur vie de parents avec un découvert. Je revoyais très bien les virements, les enveloppes, les « c'est pour vous, mettez ça de côté ». J'avais calculé de manière à ce qu'il n'ait pas à se demander comment payer la poussette ou la chambre. Il l'a toujours. Elle a hésité, puis a secoué la tête. Non. Un silence massif s'est posé entre nous. Il a voulu faire fructifier, a-t-elle repris. Un ami à lui a parlé de trading, de plateformes de crypto-monnaie, de gains rapides, de leviers. Tout le monde le fait maintenant, qu'il disait. Il s'est lancé là-dedans, la tête pleine de graphiques et de promesses. Au début, il a gagné un peu. Et puis, il a commencé à perdre. Et comme tous les gens qui ne savent pas s'arrêter, il a remis encore et encore pour se refaire. Je fermais les yeux par réflexe, comme si ça allait empêcher l'histoire d'être vraie. Il m'a tout avoué une nuit, a-t-elle murmuré. Je l'ai trouvé sur le balcon, en t-shirt en plein mois de novembre, en train de trembler. Pas à cause du froid. Il venait de tout perdre. Je sentais mon pouls battre dans mes tempes. L'argent n'était pas ce qui me faisait le plus mal. C'était l'image de mon fils sur ce balcon, en train de s'effondrer sans que personne ne soit là pour le rattraper. Il l'a toujours, a-t-elle répété.
Il disait qu'il trouverait une solution, qu'il te rembourserait, qu'il te parlerait quand il aurait arrangé les choses. Sauf que les choses ne s'arrangeaient pas. Elles empirent, Georges. Il a commencé à faire des crises d'angoisse, de vraies crises. Il a déjà fini 2 fois aux urgences parce qu'il croisait faire une crise cardiaque. Je les regardais horrifié. Et là, aujourd'hui, pendant l'accouchement, elle a fermé les yeux un instant, a inspiré fort. Quand ma tension a chuté et que les médecins ont commencé à parler plus vite, il s'est figé, complètement. Les sages-femmes lui demandaient de sortir, de signer, de répondre. Il ne comprenait plus rien. Tu aurais dû voir son visage. J'ai compris, à ce moment-là, qu'il ne pourrait pas tout gérer tout seul. Une larme a roulé sur sa joue. C'est pour ça qu'il a signé les papiers il y a quelques jours, a-t-elle dit. Il m'en a parlé. Il m'a dit, si je perds pied, je veux que ce soit mon père qui décide. Il ne panique jamais. Je me suis presque mis à rire devant une telle contre-vérité. Moi, je ne panique jamais. J'ai passé des années à paniquer en silence. Mais aux yeux de mon fils, j'étais resté ce père un peu dur, un peu distant, toujours debout, même quand tout s'effondre. Je t'ai fait venir, Georges, parce que je ne veux plus que tout ça reste entre 2 portes, entre 2 papiers signés en catimini. Tu dois savoir. Et lui doit arrêter de se cacher derrière son orgueil. Elle a tourné la tête vers la porte. Tu peux rentrer, Thomas. Il était là, évidemment, à écouter. Même sans l'appel, j'aurais deviné sa présence, à la façon dont l'air change quand quelqu'un de chargé comme lui est dans la pièce. Il est entré, les épaules basses, les yeux rougis. Je les regardais, il m'a regardé. Et, pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas fui. « Papa », a-t-il murmuré, « je suis désolé. » Il y avait tout dans ce désolé. Le job, l'argent, les crises, le message de ce matin, les années d'éloignement. Je ne savais pas par où commencer. Alors je n'ai pas commencé. C'est lui qui l'a fait. J'ai merdé, a-t-il lâché, d'une voix étranglée. Vraiment. J'ai voulu faire le malin, j'ai voulu optimiser, comme ils disent. J'ai joué avec ton argent comme si c'était des chiffres sur un écran, et j'ai tout perdu. Et j'ai eu peur, peur comme un gosse, peur que tu me regardes comme un raté, peur que tu me dises que j'étais comme toi à l'époque où tu te noyais dans le boulot, peur de tout en fait. Il a ri, un rire sans joie qui ressemblait plus à un sanglot raté. Alors j'ai rien dit, et j'ai continué à faire semblant. Et plus je faisais semblant, plus j'étouffais. Et plus j'étouffais, plus j'avais peur que tu le vois. C'est pour ça que je t'ai écrit ce message. Ne viens pas. Parce que je savais qu'ici, avec les lumières blanches, les blouses, les papiers à signer, je n'arriverais plus à jouer le rôle du type qui gère tout. Il s'est tu, les yeux rivés au sol. Je me suis levé, lentement, sentant ma hanche protester, mais ça n'avait aucune importance. Je me suis approché de lui. « Thomas ». Il n'a pas levé la tête. « Regarde-moi ». Il l'a fait, finalement. Et dans ses yeux, j'ai vu le petit garçon avec sa batte de baseball, le collégien qui rentrait seul en métro pendant que je faisais des heures sup, l'ado qui s'enfermait derrière ses écouteurs, l'homme qui s'était marié sans me demander trop d'avis, par peur de m'entendre dire quelque chose qu'il ne voulait pas entendre. Je lui ai posé une main sur la nuque, comme quand il était petit. « Tu crois que je ne vois pas que t'as peur ?» Et je dis doucement. « Tu crois que je ne la connais pas, cette peur-là ? Celle qui te réveille la nuit et te serre la poitrine au point de t'empêcher de respirer ? Tu crois que je ne l'ai pas croisée, moi aussi, à l'hôpital il y a 10 ans, quand ta mère n'arrivait plus à respirer non plus ? » Il a fermé les yeux, les larmes remontant. « La différence, ai-je continué, c'est que moi, j'ai fait le con de la laisser me bouffer tout seul, sans demander d'aide. Et que toi, malgré toutes tes erreurs, malgré ton orgueil pourri, tu as tout de même écrit mon nom sur ces fichus papiers. Tu as tout de même choisi ton père, même si tu ne me l'as pas dit en face. » Il a laissé échapper un sanglot cette fois. « J'avais honte, a-t-il répété, honte d'avoir besoin de toi. » J'ai secoué la tête. Ça, c'est la pire chose que je t'ai transmise. L'idée qu'avoir besoin de quelqu'un, c'est une honte. Que demander de l'aide, c'est faiblir. C'est faux, complètement faux. Et si je dois servir à quelque chose maintenant, à part bercer ta fille, c'est à te le répéter jusqu'à ce que tu finisses par le croire. Son regard s'est embué davantage. « Et l'argent ?» a-t-il murmuré. « Tu ne m'en veux pas ? Je t'en veux de ne pas m'avoir appelé la nuit où tu tremblais sur ton balcon, et je dis, de ne pas m'avoir laissé venir m'asseoir à côté de toi avec un plaid et 2 bières. Mais l'argent, c'est du papier. Ce qui est irrécupérable, c'est un fils qu'on perd pour de bon.
Il a éclaté en larmes, pour de vrai cette fois. Pas ces 2 larmes vite essuyées d'un revers de main viril, non, de vraies larmes, celles qu'on a mis des années à retenir et qui décident d'un coup de sortir, tout à la fois. Je l'ai pris dans mes bras, avec des gestes un peu maladroits, parce que ça faisait longtemps. Il s'est laissé faire, la tête contre mon épaule, comme quand il tombait gamin et qu'il venait chercher la consolation. Mégane nous regardait, ému, fatigué, mais avec ce léger sourire de quelqu'un qui voit enfin le puzzle s'assembler. Au bout d'un moment, on a frappé doucement à la porte. L'infirmière a repassé la tête. « Excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, mais le bébé commence à s'agiter. » Et Camille avait demandé quelque chose de précis. Camille a hoché la tête. « Je veux que ce soit Georges qui la prenne en premier. » Thomas a ouvert grand les yeux. « Quoi? Mais c'est logique, a-t-elle coupé. Tu as eu peur de lui, tu t'en es éloigné. Tu as mis son nom sur le papier en espérant qu'il se pointe sans que tu aies à lui demander. Eh bien le voilà, tu peux bien lui laisser ce moment-là, non? Et puis, je suis fatigué. Je n'ai pas la force de gérer ton orgueil en plus du reste. » Elle avait ce franc-parler très français, sans filtre, qui m'a arraché un sourire malgré la gravité de la situation. Thomas a baissé les yeux, puis a hoché la tête. « D'accord. » L'infirmière est sortie un instant et est revenue avec un petit berceau transparent sur roulette. Dedans, une minuscule forme rose emmaillotée dans une couverture blanche. Quelques cheveux sombres sur la tête, les yeux à peine ouverts, la bouche en petite moue. J'ai senti mes jambes se dérober un peu. « Approchez, monsieur Martin, a dit l'infirmière. Posez vos mains là, au niveau de sa nuque et de ses fesses, doucement. » Mes doigts tremblaient. Je l'ai prise. Elle était légère, chaude, vivante. Un poids d'à peine quelques kilos qui semblait pourtant peser plus qu'une vie entière sur mon cœur. Elle a émis un petit son, pas vraiment un cri, plus une protestation douce, avant de se calmer contre ma poitrine. Je l'ai regardée. C'est idiot, mais dans son minuscule front ridé, dans ses narines, dans la courbe de son menton, j'ai cru reconnaître un peu de Claire. Ou peut-être que j'avais juste besoin de la voir. « Comment elle s'appelle ?» ai-je demandé en chuchotant. Camille a souri faiblement. « Jeanne, Jeanne, un prénom simple, solide, où on sent des générations derrière. Un prénom de grand-mère, de petite fille, de toutes les Jeannes de France qui ont traversé des guerres, des deuils, des amours, des naissances. « Bonjour Jeanne, ai-je murmuré, c'est ton grand-père, celui qui n'était pas censé venir. » Ses minuscules doigts ont remué, elle a accroché mon pull comme si elle s'y agrippait. Et là, alors que je tenais ce petit corps dans mes bras, l'infirmière a déposé un deuxième dossier sur la table, avec un sérieux nouveau. « Il y a encore autre chose, monsieur Martin, a-t-elle dit doucement. Des documents supplémentaires que votre fils a déposés auprès du service social de l'hôpital. Ils ont été annexés à son dossier ce matin. » Je me suis tourné vers elle, instinctivement sur la défensive. Quel genre de documents? Thomas s'est recroquevillé sur sa chaise. « Cela, je comptais les déchirer en sortant d'ici, a-t-il murmuré. Enfin, si tout se passait bien. Mais maintenant que t'es là. » L'assistante sociale, une femme en tailleur avec un badge sur lequel on lisait « Service de protection de l'enfance », avait accompagné l'infirmière. Elle a pris le dossier, l'a ouvert avec douceur. « Monsieur Martin, votre fils a rédigé, avec un notaire, une délégation d'autorité parentale conditionnelle, a-t-elle expliqué. Un document qui stipule que, dans le cas où il serait jugé momentanément inapte à assurer les besoins de l'enfant pour des raisons médicales ou psychologiques, l'autorité pourra vous être temporairement déléguée, à vous, son père. » Les mots se sont enchaînés. Conditionnel, inapte, délégation, autorité parentale. Le genre de vocabulaire qui fait froid dans le dos quand on ne s'y attend pas. « Ce n'est qu'une possibilité, a-t-elle ajouté vite. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas enclenché. Mais votre fils a voulu prévoir tous les cas de figure avant la naissance. » Je regardais Jeanne dans mes bras, puis Thomas, puis le dossier. « Tu pensais que... » ai-je commencé. « Que je pourrais me casser en deux, oui, m'a coupé Thomas, la voix cassée. Que la peur, les attaques de panique, le manque de boulot, l'argent, tout ça, ça finirait par m'achever, pas physiquement, mais dans la tête. Et je me suis dit que dans ce cas-là, il fallait quelqu'un pour Jeanne, quelqu'un qui ne lâcherait pas, quelqu'un qui avait déjà survécu à ce genre de truc. » Il m'a regardé droit dans les yeux. Et à force de réfléchir, de tourner le problème dans tous les sens, je suis retombé sur toi. Toujours toi. Ça m'a rendu dingue.
Je n'ai pas su si j'avais envie de rire ou de pleurer. Tu te rends compte, ai-je murmuré, que t'avais tellement peur de compter sur moi, que t'as fait plus de démarches administratives qu'il n'en faut pour acheter un appart, juste pour m'éviter un coup de fil. Il a laissé échapper un ricanement triste. Ça s'appelle être têtu. Tu vois de qui je tiens? Je n'ai pas pu dire le contraire. Jeanne a bougé dans mes bras. Elle a ouvert un œil, juste un, comme pour vérifier à quoi ressemblait ce vieux type qui la serrait contre lui. J'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. L'assistante sociale m'a tendu un stylo. « Il faut juste un accusé de réception », a-t-elle dit, pour dire que vous avez pris connaissance de l'existence de ce document, que vous acceptez ou non d'endosser ce rôle au cas où. J'ai regardé Thomas. « Tu veux vraiment que je signe ça ?» Il a hoché la tête, sans hésiter cette fois. « Je ne veux pas que tu en aies besoin, a-t-il dit. Je vais me battre pour aller mieux. Je vais voir un psy, prendre des médocs s'il faut, rejoindre un groupe, peu importe. Mais si un jour je perds pied, si un jour je ressemble à ce que tu étais après la mort de maman, mais sans réussir à remonter, je veux que ce soit toi qui récupères Jeanne, pas un service qu'on ne connaît pas. » Jeanne a bougé sa petite main, l'a posée contre ma poitrine, juste là où mon cœur battait à tout rompre. Je n'ai plus hésité. J'ai signé. Pas comme un homme qui gagne du pouvoir, comme un père qui prend enfin, pleinement, le rôle qu'il a esquivé trop longtemps. Quand toute la paperasse a été refermée, l'assistante sociale nous a laissés tranquilles. L'infirmière a repris la petite pour la poser dans son berceau à côté du lit de Camille. Thomas s'est levé, a fait le tour du lit, a posé un baiser sur le front de sa femme. « Merci », a-t-il murmuré, « d'avoir tout balancé. » Elle a souri faiblement. « Je préfère un mari en larmes qu'un mari en silence. » Je me suis rassis, un peu à l'écart, les mains enfin vides, mais lourdes de ce que je venais d'accepter. Thomas s'est tourné vers moi. « Papa ? » ?»« Oui. Je vais avoir besoin de toi, vraiment, pas juste pour signer des papiers, pas juste pour les grands drames, pour les petites choses aussi. Les nuits blanches, les couches qui fuient, les rendez-vous à la PMI, les crises de panique. Et pour me rappeler que j'ai le droit d'avoir peur sans que ça me rende inutile. » Je l'ai regardé, ce grand type aux yeux rougis, avec son sweat trop large et ses épaules affaissées. « Ça tombe bien, ai-je dit doucement. J'ai enfin compris que j'avais besoin de toi aussi, et de Jeanne, et de Camille. J'ai besoin d'une famille qui ne soit pas que des photos sur le buffet. » Camille a souri, cette fois avec une lueur plus vive. « On a tous des trucs à réparer, a-t-elle murmuré, mais au moins, on commence. » Dehors, à travers les stores, j'apercevais un coin de ciel bleu. On entendait au loin la sonnerie d'un chariot, des pas pressés, une voix qui appelait un médecin. La vie, toujours. À l'intérieur, dans cette chambre un peu trop petite et un peu trop blanche, quelque chose s'était déplacé. Pas un miracle, pas une transformation spectaculaire comme dans un film, juste un léger déplacement des poids, une redistribution des rôles. Je n'étais plus le père qu'on tient à distance, qu'on informe avec parcimonie, qu'on invite par politesse. J'étais celui qu'on appelle, celui qu'on inscrit sur les papiers, celui qu'on choisit, à défaut de savoir le dire autrement. Et je me suis promis ce jour-là de ne plus me cacher derrière mes silences, mes habitudes, ma peur de déranger. Je me suis dit que j'irais avec lui à ses rendez-vous si besoin, que je prendrais Jeanne au parc pendant qu'il irait parler à quelqu'un de ce qui l'étouffe, que je ferais chauffer des biberons autant qu'il faudrait, que j'apprendrais même à comprendre ces histoires de crypto, non pas pour les valider, mais pour être là où il en est vraiment. Jeanne a poussé un petit cri dans son berceau. Thomas s'est levé pour la prendre. Il était maladroit, les mains un peu trop raides, le geste un peu trop rapide. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau, pas la peur de rater, l'envie de faire mieux. « Tu veux que je te montre ?» lui ai-je proposé doucement. Il a acquiescé. Je me suis levé, j'ai passé derrière lui, j'ai posé mes mains sur les siennes, guidant le geste. Comme quand je lui apprenais à tenir sa batte de baseball dans le jardin. Sauf que cette fois, ce n'était pas un jeu, c'était sa fille. Je l'ai aidé à la caler correctement contre sa poitrine. Jeanne a cessé de pleurer presque aussitôt, levée contre son père. Thomas a baissé la tête. Et le plus beau, dans ce moment-là, ce n'était pas le bébé apaisé, ce n'était pas la lumière qui filtrait sur eux, c'était ce que j'ai vu dans son visage. Pour la première fois depuis des années,
Il ne ressemblait plus à un petit garçon perdu essayant de faire semblant d'être un homme. Il ressemblait à un père qui avait peur, oui, mais un père entouré. Je me suis rassise, les jambes un peu tremblantes, mais l'âme curieusement plus légère. Je n'avais pas été invité ce matin-là, on m'avait même expressément demandé de rester chez moi. Et pourtant, ce sont des infirmières, des formulaires, une presque tragédie et une toute petite fille de quelques heures à peine qui ont fini par remettre ma chaise à ma place, à la table familiale. Je me suis penché vers Jeanne et, assez bas pour que seuls eux trois m'entendent, j'ai murmuré « Cette fois, je suis là. » Et je reste. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais que ce n'était pas une promesse en l'air. C'était un engagement, un véritable, à la française, sans grand discours, sans fanfare, juste un vieux type qui, enfin, décide de ne plus fuir quand on a besoin de lui.